Comment la montée en puissance des pays du Golfe dans le football européen, à travers des clubs emblématiques comme le PSG, le Manchester City ou Newcastle, redéfinit-elle les rapports de force géopolitiques entre les États européens et les pays du Golfe? Nous pouvons répondre à cette question en 2 points. Cela permet de rééquilibrer les forces en plaçant ces monarchies en posture de domination et d'autre part de diversifier leur réseau d'influence. Ça, c'est vraiment le but ultime de leur investissement à la fois dans un secteur comme le sport, mais aussi dans un secteur comme celui de la culture. Pour expliciter un peu plus ma pensée, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ces 2 points. Donc, pour le Qatar qui est propriétaire du PSG, pour Abu Dhabi qui est propriétaire de Manchester City, mais aussi d'une holding qui est le City Football Group, donc d'un réseau de clubs à l'échelle de la planète, et pour l'Arabie Saoudite avec Newcastle, il s'agit avant tout de posséder une force de projection à travers ces clubs. Les clubs leur offrent l'opportunité d'apparaître auprès des États européens, mais aussi pour Abu Dhabi avec son City Football Group auprès des Américains ou Asiatiques, comme des interlocuteurs influents grâce à leur capacité d'investissement. À travers ces clubs, ils développent de fait une force de projection assez particulière parce qu'elle touche à des identités territoriales. Surtout, elle touche à un vecteur de passion et d'émotion, à un vecteur qui touche les masses. Ces monarchies, autrefois essentiellement centrales pour leur influence sur le marché des hydrocarbures, souhaitent ainsi se muer par la transformation de clubs en perte de vitesse, comme des faiseurs de rêves. En soi, ces clubs s'inscrivent dans une dynamique d'investissement plus large qui tend vers un rééquilibrage des rapports de force facilité par la financiarisation de l'économie mondiale, et notamment de celle du sport. Si l'on parle en termes de rapport de force géopolitique, les clubs leur permettent aussi d'accroître leur influence à travers ce puissant secteur, vecteur d'image qu'est le sport. Les convergences qu'induisent l'attractivité de leur club participent à cette diversification de leur réseau d'influence qu'ils recherchent depuis les années 1990. Comment interprétez-vous le projet émirati de création d'une Super League et en quoi ce projet reflète-t-il une divergence stratégique entre les Émirats arabes unis et le Qatar dans leur approche du football européen? Cette question est vraiment intéressante parce qu'elle permet vraiment de soulever les différences entre ces deux visions qu'ont le Qatar et les Émirats arabes unis, ou plutôt, là je vais préciser l'Émirat d'Abu Dhabi, parce que quand on parle souvent des Émirats arabes unis aujourd'hui, il s'agit de l'Émirat d'Abu Dhabi. Il y a aussi l'Émirat de Dubaï qui était le pionnier aux Émirats arabes unis en termes d'investissement dans le sport, mais qui a une toute autre politique plus centrée sur son hub et notamment une politique qu'il a développée à travers Fly Emirates, sa compagnie aérienne. Mais je repars à partir d'Abu Dhabi, qui est l'élément, la capitale des Émirats arabes unis, et aujourd'hui l'émirat vraiment central en termes de puissance au sein de cette fédération des Émirats arabes unis. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le projet de Super League intéresse Abu Dhabi parce que l'émirat s'inscrit dans une dynamique de structuration de réseaux économiques voué à participer à la mise en place des rouages de sa diversification économique. Et c'est vraiment en cela que le projet d'Abu Dhabi se différencie de celui du Qatar. Suivant cette logique, le sport s'affirme pour Abu Dhabi comme un support de son action économique, développé par l'Émirat depuis le milieu des années 2000, c'est-à-dire après la mort de Sher Zayed, donc le père des actuels émirs, et notamment le père de Mohamed Ben Zayed, l'actuel émir d'Abu Dhabi, en 2004. Aux manettes du développement de sa stratégie sportive, tournée vers l'international, se trouvent donc des personnalités centrales dans l'élaboration de sa vision, proches du clan de Mohamed Ben Zayed, les Bani Fatima. Khaldoun Al-Mubarak, le président du City Football Group et du fonds souverain à la manœuvre, à savoir Mubadala à la manœuvre derrière le City Football Group, est l'un d'entre eux. C'est vraiment un des proches conseillers des Bani Fatima et de Mohamed Ben Zayed, notamment sur le plan économique et aussi, on en a beaucoup parlé dernièrement, il est très visible dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle
Et ce que l'on a pu voir dernièrement avec la venue de Donald Trump aux Émirats Arabes Unis, Khaldoun Al-Mubarak était présent auprès de tous ces magnats de la tech. Le but est donc pour Abu Dhabi de façonner des convergences économiques pour consolider la posture future de l'Émirat. Suivant cette logique, la Super League et son caractère capitaliste apparaît comme étant la compétition idéale pour attirer des investisseurs qui peuvent apporter à son projet, autre que sportif, un réel plus. C'est en cela que se différencie cette stratégie de la stratégie du Qatar, parce que contrairement à Abu Dhabi, Doha souhaite avant tout séduire les institutions sportives internationales pour être en capacité de faire du sport une arme en devenant un hub sportif. Donc pour Doha, en fait, il s'agit de se tourner vers le passé en essayant de séduire les institutions historiques du sport international, comme par exemple la FIFA. Donc lui ne cherche pas à créer un nouveau marché, il souhaite s'appuyer sur le marché qui est en place et sur les structures en place pour faire du Qatar, de la péninsule du Qatar, un hub sportif afin d'avoir une réelle influence et afin d'avoir un arsenal, on peut parler vraiment d'un arsenal sportif pour garder cette influence et entretenir son influence. En soi, donc Doha recherche les compétitions sportives pour peser, quand Abu Dhabi recherche des partenaires économiques à travers le sport dans tout un ensemble d'industries. Cela va de la pétrochimie à la téléphonie. C'est ce qui explique la différence réelle entre ces deux visions. Certains analystes estiment que la stratégie sportive du PSG, détenue par le Qatar, et de Manchester City, propriété des Émirats arabes unis, reflète les orientations de politique étrangère de leurs États respectifs. Plus diplomatique pour le Qatar, plus offensif ou trumpienne pour les Émirats. Est-ce que cette distinction vous paraît pertinente ou pas? En effet, cela s'explique par les buts recherchés. Le Qatar est en quête d'un levier d'influence visant à contribuer à la structuration de la toile d'araignée qui est son soft power pour être en quelque sorte intouchable. On en revient à la vision de base d'Ahmad Ben Khalifa Al Thani, l'ancien émir et père de l'actuel émir, celle d'extraire le Qatar de sa faiblesse géopolitique en devenant un acteur grâce à la rente en hydrocarbures de l'émirat. Pour les Émirats arabes unis, là, encore une fois, il est important de différencier Dubaï d'Abu Dhabi. Pour Dubaï, il s'agit de faire vivre son hub. Donc, on se situe depuis le début des années 1990, c'est-à-dire en 1993, la première fois que Dubaï a organisé un grand événement sportif au sein de son émirat, dans une logique marchande, celle qui est l'essence même de l'émirat de Dubaï. Mais lorsque l'on évoque Manchester City, on parle d'Abu Dhabi. Pour Abu Dhabi, il s'agit de structurer ses réseaux économiques, comme je l'ai déjà abordé auparavant, en s'appuyant sur différents sports pouvant permettre à l'Émirat de toucher une diversité d'acteurs et d'accroître par l'image sa visibilité et la confiance dans l'Émirat et plus largement dans les Émirats arabes unis, puisque l'Émirat d'Abu Dhabi souhaite prendre le lead sur l'ensemble des Émirats arabes unis, ce qu'il a pu faire depuis la crise des subprimes en 2008, aux dépens de Dubaï qui était son rival. Le but donc pour Abu Dhabi est de lier le projet de diversification économique à un projet politique autoritaire à l'échelle régionale. Le sport sert les deux, du City Football Group à sa diplomatie du chameau, parce que l'Émirat d'Abu Dhabi, loin de l'image de Manchester City, va toucher aussi tout un ensemble d'acteurs en développant une diplomatie transversale au niveau moyen-oriental, mais aussi au niveau du Sahel, notamment du Soudan au Maroc, en développant tout un ensemble de camélodromes du nom de Cheikh Zayed dans des pays qui n'avaient pas cette tradition d'organiser des courses de chameaux comme on le fait dans le Golfe depuis les années 1980 afin de créer des clientèles. C'est pour ça que je parle de cette diplomatie du chameau qui est vraiment centrale pour Abu Dhabi. Ce qui est intéressant lorsque l'on emploie l'adjectif trumpien pour les Émirats arabes unis et notamment pour l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est que
pour l'Émirat d'Abu Dhabi apparaît comme le point central du MMA dans le golf. Et c'est l'une des grandes passions de Trump. Donc, on perçoit réellement ce point de convergence avec la vision trumpienne, notamment du sport, autour des sports de combat. Et en fait, cela s'explique par le fait que l'un des princes proches, l'un des frères de MBZ, qui était aussi vu comme l'un des possibles successeurs de l'émir Khalifa, est un grand fan de sport de combat et donc ils ont développé ce support aussi autour de l'industrie des sports de combat. Et cela apparaît vraiment comme un élément de leur diplomatie sportive et de leur séduction de leurs alliés américains, notamment depuis que Trump est arrivé au pouvoir, déjà la première fois, mais là, la seconde fois. Et ça, il faut vraiment l'indiquer parce que les sports de combat sont vraiment centraux dans la vision d'Abu Dhabi. À l'aube de grands événements sportifs organisés dans le Golfe, dans quelle mesure les performances des clubs européens détenus par ces pays renforcent-elles leur légitimité à accueillir de telles compétitions, malgré les critiques persistantes en matière de droits humains et d'impact environnemental? Pour l'Arabie Saoudite, tout comme pour le Qatar, de tels investissements ont participé et participent à octroyer une légitimité en matière sportive pour donner un peu plus d'aplomb à leur candidature pour des pays qui, vus de loin, hors du Golfe, peuvent apparaître comme des pays sans tradition sportive, ou du moins avec une tradition sportive minime. Pour le Qatar, il s'agissait également de trouver un allié en levant le club de la capitale qui se trouvait dans une mauvaise situation. Quand je parle du club de la capitale, je parle bien du PSG parce que la capitale, qui est Paris, va bientôt avoir deux clubs. Mais le PSG se trouvait à la fin des années 2000 dans une situation de crise. Et donc, le Qatar voyait un moyen de contenter le président Sarkozy en rachetant et en venant au secours du club favori du président, qui est un proche de la famille et un intime de la famille Al-Thani. Ces dynamiques politiques et économiques autour du sport dans les pays du Golfe sont-elles propres au football? Vous avez déjà évoqué le MMA, mais est-ce que vous observez des investissements similaires dans d'autres disciplines sportives? Ces dynamiques sont loin de se limiter au football. Elles touchent une multitude de sports. On l'a déjà un petit peu évoqué dans une question précédente, notamment au niveau du MMA, mais aussi des courses de chameaux. Et cela s'explique par des logiques à la fois de hub, qui touchent la plupart des pays du Golfe, qui investissent dans le domaine. Je pense donc là en premier lieu à Dubaï et à l'Arabie Saoudite. Donc il faut toucher tout un ensemble de sports pour pouvoir développer leur hub et toucher différentes clientèles et attirer différentes clientèles. Mais aussi, sur ce point, je pense à des dynamiques propres à l'ouverture touristique, comme Oman, avec un investissement centré sur les sports tournés vers la nature. Donc là, on peut parler des trails, de la voile ou du tour cycliste d'Oman, mais aussi un développement tourné plutôt vers l'Ironman, donc un triathlon plus plus. Donc l'Ironman est vraiment une pratique qui a le vent en poupe actuellement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit aussi le développement d'un nouveau tourisme en Oman. C'est-à-dire que le sport n'est plus seulement un élément de la vitrine omanaise, mais apparaît comme un vecteur d'attraction de nouveaux touristes qui vont venir faire un tourisme sportif. Donc ça, c'est aussi intéressant d'insister là-dessus. Mais quand l'on parle de d'autres dynamiques autour d'autres sports, c'est vraiment très important, je pense, d'insister sur un sport qui est vraiment le sport roi, en fait, dans le golf, loin de cette image de sport qui ne sont concentrés que sur le football. C'est bien le cricket, c'est-à-dire que la démographie de ces pays, qui ont essentiellement pour démographie en fait des populations issues du sud de l'Asie, amènent vers cette pratique. Et donc il y a une véritable passion pour le cricket. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit certains pays
en faire l'une des assises de leur relation avec les riches hommes d'affaires indiens ou pakistanais. Et dans ce cadre-là, euh, le pays qui ressort quand l'on parle de cricket, il y a d'une part le sultanat d'Oman, mais le sultanat d'Oman, c'est par rapport à ses liens passés avec notamment les marchands indiens qui sont devenus pour certains omanais. Donc eux ont développé le cricket et le sultan Qaboos voulait en faire un élément de la paix sociale qu'il recherchait lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années 1970. Donc il faut vraiment avoir tout un ensemble de sports qui parlent à l'ensemble des populations qui constituent l'Oman d'aujourd'hui. Mais pour les Émirats arabes unis, là, ce qui est vraiment intéressant, et aussi pour l'Arabie saoudite qui s'inscrit dans le sillage des Émirats arabes unis, c'est qu'eux, en fait, en font un atout de leur diplomatie d'un point de vue de l'investissement, d'un retour d'investissement avec les marchés pakistanais et indiens qui sont centraux aussi dans leur développement. Lorsque l'on voit le sport, on l'aborde souvent d'un point de vue européocentré, mais l'Inde et le Pakistan apparaissent comme aussi centraux pour les pays du Golfe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de l'autre côté, les riches hommes d'affaires indiens, je pense notamment à Mukesh Ambani ou à Adani, qui sont deux proches du président Modi, eux voient dans les Émirats arabes unis un marché à gagner. Donc eux, en fait, ils ont développé une ligue qui tourne autour de franchises, donc de franchises qui proviennent à la base de la Ligue indienne, de l'IPL, de l'Indian Premier League, et qu'ils vont développer à travers d'autres compétitions à Abu Dhabi mais aussi à Dubaï. En fait, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Émirats arabes unis, il y a eu un changement dans cette vision et dans la place attribuée au cricket. Il y a eu le cricket en termes de pratique. Donc là, c'était autour de Sharjah et de Dubaï, qui sont en fait les places marchandes. Et après, il y a eu le deuxième moment, qui est le moment où Abu Dhabi a voulu devenir une puissance régionale et souhaite aussi s'inscrire dans les marchés indiens ou pakistanais, c'est-à-dire que le fonds souverain dont je parlais tout à l'heure, Mubadala, est très tourné aussi vers l'Asie. Et donc, le cricket apparaît comme central pour Abu Dhabi. Et il y a une convergence d'intérêts entre les riches hommes d'affaires indiens qui souhaitent devenir de réels partenaires des Émirats arabes unis et avoir des marchés avec les Émirats arabes unis et donc font du sport un point de convergence. Et pour ces riches hommes d'affaires, c'est un moyen de s'enrichir encore plus et d'accroître leurs ressources grâce à un marché du cricket qui ne cesse de s'étendre à de nouveaux territoires comme les Émirats arabes unis, mais aussi l'Afrique du Sud, ou encore le marché américain, avec le développement d'une ligue, avec des franchises aussi, les mêmes franchises que l'on retrouve aux Émirats arabes unis, qui proviennent d'Inde. Donc là, c'est vraiment très important par rapport à... Je pense qu'il est vraiment très important de prendre en compte ce sport qui nous sort de cette vision européocentrée que nous avons du sport et des pays du Golfe.